De janvier à mars 2025, Nakami change de décor, sans fanfare. Plus de 60 attaques frappent des villages, et pourtant la vie se réorganise plus vite que prévu. Marchés rouverts par intermittence, écoles réactivées après plus de 2 ans, routes reprises, retour prudent de familles qui testent le terrain sans garantie, d'abord le jour, puis plus longtemps, village après village, dans une fenêtre étroite. Que vaut cette reprise quand Ibrahim Traoré fixe la ligne stratégique? Si elle tient, la souveraineté se redessine, mais le prix reste là. Ressources limitées, ennemis encore présents. Ce récit ne cherche ni la célébration, ni l'alarme, mais une lecture utile d'un moment instable. Pour le lecteur, le bénéfice est précis, distinguer en quelques minutes ce qui relève d'un progrès réel et ce qui reste conditionnel, afin de juger la trajectoire sans illusion. L'enjeu dépasse la sécurité immédiate observée à Nakami. Une stabilisation partielle modifie la relation entre l'État et les communautés, réactive l'économie de proximité et redessine la confiance collective, tout en exposant chaque zone reprise à un risque de retour brutal de la violence. Ce texte pèse donc des équilibres, plutôt qu'il n'énumère des succès. Il montre comment des décisions stratégiques se traduisent sur le terrain, comment une normalité fragile s'installe avant toute certitude durable, et pourquoi cette phase intermédiaire est souvent la plus décisive pour la trajectoire nationale du Burkina Faso. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques frappant encore la région de Nakami, puis la courbe s'infléchit suffisamment pour modifier les usages quotidiens. Dans le même intervalle, près de 72% du territoire national repasse sous contrôle étatique, contre moins de 60% auparavant, un écart qui change concrètement les comportements locaux. Ce décalage constitue le premier signal clé. La violence ne disparaît pas, mais elle cesse d'être constante. La menace devient intermittente, ce qui transforme la manière dont les habitants évaluent leurs décisions les plus simples. Se déplacer de jour, rouvrir un étal, renvoyer un enfant à l'école. Ce seuil, souvent mal interprété depuis l'extérieur, explique pourquoi une amélioration encore fragile peut produire des effets visibles sans annoncer une victoire durable. À Nakami, la baisse relative des attaques n'a pas créé un silence soudain, elle a ouvert une fenêtre étroite. Dans cet espace, des marchés reprennent par intermittence, des écoles rouvrent après plus de 2 ans de fermeture, et des familles commencent à revenir prudemment. Le mouvement est progressif, parfois hésitant, mais il se répète de village en village avec une cohérence nouvelle. Ibrahim Traoré n'est pas présent physiquement dans ces localités, mais son empreinte stratégique structure la réponse. La ligne suivie privilégie une sécurisation graduelle, la coordination entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie et le maintien d'une pression constante sans annonce spectaculaire. Le choix assumé n'est pas celui d'une victoire médiatique, mais d'une normalisation progressive, testée sur le terrain. Le contexte national éclaire cette dynamique. Le Burkina Faso reste sous forte pression, avec des ressources limitées et un ennemi affaibli mais actif. Pourtant, chaque zone reprise devient un test de souveraineté. Si la vie civile y reprend, même partiellement, l'État regagne une légitimité concrète. A l'inverse, un échec rapide exposerait ces territoires à une désillusion profonde. Ce moment intermédiaire est donc décisif. Il ne promet pas une stabilité acquise, mais il marque un changement de trajectoire mesurable. Comprendre ce basculement maintenant permet d'évaluer la suite sans triomphalisme, mais sans cynisme non plus. À Nakami, la dynamique ne se lit pas d'abord dans les communiqués, mais à travers des figures ordinaires qui servent de relais. Un directeur d'école, revenu après plus de 2 ans d'absence, décrit des salles encore clairsemées et des parents hésitants. Les premiers jours, dit-il, le silence pèse plus que la menace. Puis quelques élèves arrivent, suivis d'autres. Voilà. Ce mouvement lent installe un signal clair. La peur recule avant même que la sécurité soit totale. Dans les marchés, le phénomène est comparable. Les étals sont modestes, les volumes faibles, mais la fonction sociale reprend. Les échanges ne servent pas seulement à vendre, ils permettent de vérifier qui est revenu, qui manque encore, et jusqu'où l'on peut rester sans provoquer une rupture. Cette normalité partielle agit comme un test collectif.
Les habitants évaluent la stabilité en temps réel, ajustant leurs décisions au jour le jour, par essais, pauses et reprises successives. Ces signaux précoces modifient la relation entre population et forces de sécurité. La présence militaire cesse d'être uniquement dissuasive et devient un cadre dans lequel la vie civile tente de s'insérer. Les patrouilles ne marquent plus seulement une ligne de front, elles sécurisent donc des usages concrets, le trajet vers l'école, l'accès au marché, la circulation sur quelques axes agricoles. Cette articulation correspond à l'approche promue au sommet. Sécuriser sans figer, permettre la reprise sans proclamer une victoire. L'effet est surtout psychologique. Voir un enseignant ouvrir une salle ou un commerçant réinstaller un étal réduit la perception d'abandon qui dominait auparavant. Chaque geste ordinaire devient un indicateur avancé, plus parlant qu'un rapport militaire. La stabilité ne s'annonce pas, elle se vérifie. L'idée centrale est simple. La normalité précède la certitude et façonne la trajectoire. Au début de 2025, le point de départ est clair. La région de Nakami subit une intensification des attaques, arrêt plus de 60 en 3 mois et la vie civile reste en suspens. Puis, sans annonce majeure, la posture change. Les autorités burkinabées ajustent leurs dispositifs, non pour occuper tout l'espace, mais pour sécuriser des axes précis, des villages clés et surtout les trajets reliant marchés, écoles et zones agricoles. Avant, la présence militaire était discontinue et dissuasive. Après, elle devient plus régulière et ciblée, suffisante pour réduire l'imprévisibilité quotidienne, sans prétendre à une pacification totale. La phase d'activation repose sur des choix discrets. Les unités de l'armée régulière renforcent leur coordination avec les volontaires pour la défense de la patrie. Des mesures de surveillance plus fines sont mises en place, privilégiant la continuité plutôt que le choc. L'objectif n'est pas d'annoncer une victoire, mais de créer des conditions minimales de circulation et de retour. À ce stade, les effets sont invisibles pour l'extérieur. Sur le terrain, ils préparent une marge de manœuvre étroite mais décisive. Le moment de bascule intervient lorsque ces ajustements produisent des résultats concrets. En quelques semaines, certaines zones jusque-là désertées redeviennent praticables. Les forces burkinabées reprennent des positions stratégiques dans les vallées de Nakami, limitant les mouvements adverses et réduisant leur capacité de nuisance. Les attaques ne cesseront pas, mais leur fréquence baisse suffisamment pour ouvrir une fenêtre. C'est le point culminant. La sécurité cesse d'être un simple dispositif. Elle devient une opportunité. La vie civile s'y engouffre aussitôt sans attendre de garanties supplémentaires. Les marchés rouvrent par intermittence. Les écoles reprennent avec des effectifs réduits. Les villages se repeuplent partiellement. Cette séquence transforme une opération sécuritaire en dynamique sociale. Elle inverse un schéma classique observé ailleurs dans le Sahel, où la reconstruction suit la consolidation militaire. Ici, la reconstruction sociale précède parfois la consolidation, testant sa solidité au quotidien. Chaque retour, chaque activité reprise devient une prise de risque calculée. Ibrahim Traoré joue un rôle structurant dans cette phase. Sa ligne stratégique privilégie une montée en puissance graduelle plutôt qu'une démonstration spectaculaire. L'approche vise à éviter l'effet de surchauffe, souvent suivi d'un recul brutal. Les décisions prises au sommet cherchent à maintenir une pression constante tout en laissant aux communautés locales l'espace nécessaire pour reprendre leurs activités. Le message implicite est cohérent, la sécurité n'est pas une fin en soi, mais un cadre temporaire destiné à permettre le retour de la normalité. Viennent ensuite les répliques, plus longues et plus exigeantes. Les villages repris ne redeviennent pas immédiatement prospères. Les familles reviennent par étapes, testant la solidité du dispositif. Les commerçants évaluent les risques avant d'investir davantage. Les enseignants, souvent parmi les premiers à revenir, stabilisent une présence qui rassure. Cette phase de durée est marquée par une prudence généralisée, mais aussi par une cohérence nouvelle dans les comportements. La fragilité demeure. Les groupes insurgés, affaiblis mais actifs, cherchent à contourner les zones sécurisées. Chaque attaque réussie menace de briser la confiance naissante. C'est pourquoi cette phase est la plus déterminante. Elle ne se mesure pas en gains territoriaux, mais en capacité à maintenir, jour après jour, un minimum de normalité. À Nakami, la crédibilité de la stratégie se joue moins dans l'instant que dans la durée.
Au début de 2025, la situation de référence est nette. Plus de 60 attaques frappent à la région de Nakami en 3 mois, rendant les usages quotidiens impraticables. Puis la dynamique se déplace. La violence ne disparaît pas, mais sa fréquence recule suffisamment pour modifier les comportements, ouvrant un écart mesurable entre la menace persistante et la reprise visible de la vie civile. Le premier indicateur concerne précisément cette fréquence. La baisse observée entre janvier et mars 2025 rompt une tendance continue à la hausse. Elle n'élimine pas le risque, mais elle le rend intermittent. Cette différence est décisive. Une menace constante paralyse. Une menace intermittente permet l'arbitrage. Les habitants commencent à distinguer des moments, des lieux et des trajectoires plus sûrs. Ce simple changement transforme la prise de décision quotidienne. Se déplacer de jour redevient envisageable, rester quelques heures de plus devient possible. Ces micro-choix répétés produisent un effet cumulatif que les chiffres bruts ne captent pas toujours, mais qu'ils rendent possible. Le deuxième indicateur est territorial. À la mi-2025, environ 72% du territoire national repasse sous contrôle étatique, contre moins de 60% auparavant. Cet écart n'est pas seulement cartographique, il correspond à un seuil fonctionnel. Là où l'État réapparaît, même de façon minimale, des services reviennent. Des axes sont sécurisés. La circulation diurne reprend. Les administrations locales réinvestissent certains espaces. Cette progression territoriale explique pourquoi des villages longtemps abandonnés deviennent à nouveau habitables, même sans garantie durable. Le contrôle n'est pas total, mais il est suffisant pour réactiver des usages essentiels. Le troisième indicateur touche aux infrastructures sociales, en particulier l'école. Après plus de 2 ans de fermeture, certaines écoles rouvrent à Nakami. Le nombre reste limité, les effectifs réduits, mais l'impact est disproportionné par rapport au volume. Une école en activité implique des enseignants présents, des parents impliqués et une logistique minimale sécurisée. Elle devient un marqueur de confiance collective. Contrairement à une patrouille, temporaire par nature, une école suppose une continuité. Elle signale que la communauté accepte de miser sur la durée, même partiellement. Ces 3 indicateurs doivent être lus ensemble. Pris isolément, aucun ne suffit à prouver une stabilisation durable. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Moins d'attaques rendent possible des retours civils. Les retours civils justifient le maintien de la sécurité. La continuité sécuritaire encourage la réouverture des services. Chaque élément renforce l'autre sans garantir l'ensemble. Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, cette lecture privilégie des gains graduels et mesurables plutôt qu'une démonstration spectaculaire. La logique n'est pas celle d'un basculement total, encamé d'un cumul de seuils. Chaque seuil franchi change la manière dont la société se comporte. Chaque changement de comportement stabilise, à son tour, l'environnement sécuritaire. La limite de ces preuves tient à leur fragilité. Un retournement sécuritaire pourrait inverser rapidement les tendances observées. Les chiffres décrivent un moment précis, non une garantie. Ils montrent cependant qu'un point de bascule a été atteint. La question n'est plus de savoir si un changement est visible, mais s'il peut être maintenu sans ressources supplémentaires massives. C'est ce passage, du constat chiffré à la durée, qui déterminera la suite. Une première lecture, portée par les partisans de la stratégie actuelle, insiste sur la cohérence des signaux observés à Nakami. Selon eux, la baisse relative des attaques et la reprise d'environ 72% du territoire national et la réouverture progressive des écoles ne sont pas des coïncidences. Elles traduiraient un effet cumulatif. La coordination entre l'armée régulière, les volontaires pour la défense de la patrie et les communautés locales créerait une dynamique auto-renforçante. Chaque village repris améliorerait la crédibilité de l'État. Chaque marché rouvert nourrirait la confiance. Chaque retour civil stabiliserait un peu plus l'environnement sécuritaire. Dans cette perspective, la ligne stratégique associée à Ibrahim Traoré privilégie la durabilité à la vitesse. Des gains modestes, mais enracinés dans les usages quotidiens, vaudraient mieux qu'une expansion rapide suivie d'un recul brutal. Une seconde lecture, plus sceptique, appelle à une prudence stricte. Elle rappelle que la diminution des attaques ne signifie ni neutralisation durable, ni affaiblissement définitif des groupes insurgés.
Ces derniers peuvent se replier, se fragmenter et frapper ailleurs, parfois avec plus de mobilité. Les zones reprises resteraient exposées à des infiltrations ponctuelles capables de briser rapidement la confiance naissante. Sur le plan économique, cette lecture souligne la faiblesse persistante des volumes échangés et la lenteur de la reprise agricole. Les marchés fonctionnent, mais à une échelle réduite, très sensible à la moindre dégradation sécuritaire. Sans amélioration structurelle des ressources et des infrastructures, la stabilisation risquerait de rester superficielle. Ces deux positions reposent sur des éléments vérifiables. Les optimistes s'appuient sur des tendances mesurables observées sur le terrain. Les sceptiques s'ancrent dans des précédents régionaux bien documentés où des reprises locales se sont révélées atemporaires. La tension ne porte donc pas sur les faits, mais sur leur interprétation et sur le rythme attendu. La stratégie actuelle parie sur une progression graduelle. Les critiques redoutent un essoufflement avant consolidation. La synthèse se situe probablement entre ces pôles. Les progrès observés sont réels mais conditionnels. Ils dépendent d'un équilibre délicat entre pression sécuritaire, continuité civile et ressources disponibles. Si l'un de ces éléments faiblit, l'ensemble peut vaciller. A l'inverse, s'ils se renforcent mutuellement, même lentement, la trajectoire peut se stabiliser. Cette incertitude ne disqualifie pas la stratégie, à terme, elle en définit le défi central. Ce basculement discret change la lecture de la situation à Nakami. Jusqu'ici, la logique dominante supposait qu'une sécurisation complète devait précéder tout retour civil. Or, ce qui se joue sur le terrain inverse partiellement cet ordre. La reprise limitée de la vie quotidienne n'attend pas la fin des menaces. Elle s'insère dans leurs interstices, profitant d'une baisse relative de la pression pour réactiver des usages essentiels. La stabilité ne se présente plus comme un état final à atteindre, mais comme un processus négocié en continu, fragile par nature. Ce point médian révèle aussi une transformation stratégique plus large. En acceptant une stabilisation imparfaite, les autorités misent sur l'effet d'entraînement social. Un marché ouvert, même modeste, crée des dépendances économiques locales. Une école en activité ancre des familles sur place. Ces ancrages rendent le retrait plus coûteux, tant pour les civils que pour les forces de sécurité. La présence humaine devient alors un facteur de dissuasion indirecte, complémentaire aux opérations militaires, sans jamais les remplacer. Dans cette approche, la figure d'Ibrahim Traoré reste centrale, non par des annonces spectaculaires, mais par une ligne directrice cohérente. La souveraineté n'est pas proclamée, elle est testée à petite échelle. Chaque zone reprise fonctionne comme un laboratoire. L'État observe si la société peut tenir sans assistance massive extérieure et ajuste en conséquence. Le changement de césure est là. La question n'est plus seulement de reprendre le territoire, mais de savoir si la vie peut y rester. Cette révélation redéfinit les attentes. Elle invite à mesurer les progrès non par des cartes ou des communiqués, mais par des usages observables. Elle ouvre aussi une interrogation décisive sur la suite, car maintenir cette normalité partielle exige constance, patience et ressources ciblées dans un environnement encore instable. Pour l'État, la reprise partielle observée à Nakami produit d'abord un effet de crédibilité. Là où la vie civile recommence, même de façon limitée, l'administration redevient visible. Des services de base fonctionnent à nouveau, certains axes sont sécurisés et la continuité territoriale s'améliore. Sous l'orientation stratégique d'Ibrahim Traoré, chaque zone stabilisée sert de test pratique de souveraineté. Il ne s'agit pas d'affirmer un contrôle total, mais de démontrer une capacité à gouverner au-delà du strict cadre militaire. Cette crédibilité reste toutefois conditionnelle. Elle tient tant que la sécurité et les usages civils progressent ensemble. Au moindre décrochage, le symbole peut se retourner. Pour l'économie locale, les effets sont plus ambivalents. Les marchés rouvrent, les échanges reprennent, mais à une échelle réduite. Les commerçants évaluent quotidiennement le risque avant d'investir davantage. Les routes réhabilitées facilitent la circulation, sans garantir des flux réguliers. Cette reprise permet néanmoins de reconstituer des chaînes locales d'approvisionnement, modestes mais essentielles. Elle redonne un rôle économique à des villages longtemps marginalisés. En revanche, l'absence de volume suffisant limite la capacité d'accumulation.
La moindre dégradation sécuritaire peut interrompre ces circuits fragiles, Igor rappelant que la reprise économique reste étroitement dépendante de la continuité sécuritaire. Pour les habitants, l'impact est avant tout social et psychologique. Le retour à l'école, même partiel, redonne une structure au quotidien. Les familles qui reviennent le font par étapes, testant la solidité du dispositif. Cette normalité fragmentée transforme la perception du risque. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être paralysante. Travailler un champ, ouvrir un étal, envoyer un enfant en classe deviennent des actes de confiance mesurés. Ces gestes ordinaires créent une dynamique collective. Ils suggèrent que la stabilité n'est pas imposée d'en haut, mais coproduite par les communautés elles-mêmes dans un cadre encore incertain. À l'échelle régionale, Nakami devient un point de référence. Ce qui s'y joue dépasse le cadre local. La trajectoire observée alimente les débats sur la souveraineté et la reconstruction dans le Sahel. Elle montre qu'une reprise partielle peut générer des effets réels, sans masquer ses fragilités. Les observateurs extérieurs évaluent si cette approche peut être transposée ailleurs, ou si elle reste liée à des conditions spécifiques. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré incarne moins une figure personnelle qu'un choix de méthode. Tester la souveraineté par le terrain, accepter des progrès limités mais observables. L'ensemble de ces conséquences dessine un équilibre précaire. Chaque groupe bénéficie d'un gain réel mais limité. Chaque groupe supporte aussi un risque direct en cas de rupture. La question centrale devient alors collective. Ces effets peuvent-ils se renforcer mutuellement assez longtemps pour produire une stabilité durable, assez ou resteront-ils des îlots fragiles dans un environnement encore instable? Un premier scénario, dit de continuité prudente, repose sur le maintien des équilibres actuels. Les forces burkinabées conservent une pression régulière dans les zones déjà reprises autour de Nakami sans chercher une extension rapide. Les marchés restent ouverts de manière intermittente, les écoles poursuivent leurs activités avec des effectifs limités et les retours civils se stabilisent à un niveau modeste. Les attaques persistent, mais demeurent sporadiques, suffisantes pour rappeler la fragilité de la situation sans inverser totalement la dynamique. Dans ce cadre, l'État consolide ce qu'il contrôle déjà. La stabilité reste partielle mais lisible, permettant d'éviter un recul brutal et de préserver la confiance minimale acquise. Un second scénario, hautement plus favorable, s'appuie sur une accélération contrôlée. Une coordination renforcée entre armées régulières, volontaires pour la défense de la patrie et autorités locales permettrait d'élargir progressivement les zones sécurisées au-delà de Nakami. Les axes routiers deviendraient plus fiables, favorisant des échanges commerciaux plus réguliers. Les écoles rouvriraient dans d'autres districts, créant un effet d'entraînement social. La reprise agricole pourrait s'intensifier si la sécurité perçue s'améliore de manière durable. Dans cette hypothèse, les gains territoriaux et civils se renforceraient mutuellement. La normalité partielle observée aujourd'hui deviendrait une base plus solide, capable de soutenir une reconstruction graduelle sans dépendre immédiatement d'un soutien extérieur massif. Un troisième scénario, plus sombre, naîtrait d'un affaiblissement de la continuité. Une pression accrue sur les forces locales, un manque d'équipement ou une fatigue opérationnelle pourrait réduire la présence sécuritaire. Les groupes insurgés exploiteraient alors les failles pour mener des actions ciblées, suffisantes pour briser la confiance naissante. Les marchés refermeraient, les écoles suspendraient leurs activités et les familles hésiteraient à rester. La dynamique de reprise se figerait, voire s'inverserait. La désillusion serait d'autant plus forte qu'elle toucherait des populations récemment revenues, ayant misé sur une amélioration réelle mais encore fragile. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend d'un événement unique. Tout se joue dans l'accumulation de décisions cohérentes ou contradictoires. Le facteur déterminant n'est pas la vitesse, mais la soutenabilité. Maintenir des gains modestes peut s'avérer plus stratégique qu'une expansion rapide mal soutenue. La recommandation de lecture est donc simple. Évaluer les mois à venir en termes de seuil franchi ou perdu, plutôt qu'en termes de victoire définitive. C'est dans cette granularité que se jouera la suite. Pour les habitants des zones rurales comparables à Nakami, cette trajectoire agit comme un miroir prudent. Elle montre qu'un retour partiel à la normalité peut précéder toute sécurité parfaite. Les gestes quotidiens reprennent avant les certitudes.
revenir de jour, rouvrir un commerce modeste, relancer une parcelle agricole deviennent des décisions graduées, ajustées au contexte. Cette lecture n'encourage ni la témérité ni l'attente passive. Voilà, elle propose une patience active où chaque pas est mesuré, réversible, mais nécessaire pour éviter l'immobilisme prolongé. Pour les jeunes urbains, souvent éloignés du front, mais directement concernés par ces effets, l'expérience de Nakami éclaire une autre dimension. Elle suggère que la souveraineté ne se résume pas à des discours ou à des symboles, mais à des capacités concrètes sur le terrain. Voir des écoles rouvrir et des marchés fonctionner, même faiblement, donne un contenu tangible à une notion abstraite. Cette réalité peut nourrir un regard plus informé sur l'action publique, moins polarisé entre optimisme naïf et scepticisme systématique, et recentré sur des résultats observables dans la durée. Pour les acteurs locaux, enseignants, commerçants, responsables communautaires, la leçon est plus directe encore. Leur rôle devient central dans la phase intermédiaire. En maintenant une activité, même réduite, ils transforment une zone sécurisée en espace vécu. Leur présence stabilise un environnement encore fragile. Elle crée des routines là où régnait l'exception permanente. Cette responsabilité accrue s'accompagne d'une vulnérabilité réelle, car ils sont souvent les premiers exposés en cas de rupture. Leur engagement n'est ni héroïque ni symbolique. Il est fonctionnel et décisif. À travers ces trois groupes, un point commun se dessine. La stabilité n'est pas reçue comme un acquis, mais construite par des choix répétés, modestes, parfois coûteux. Comprendre cette logique aide à lire la situation au-delà des annonces, en se concentrant sur ce qui tient, ce qui vacille et ce qui peut durer. Bon, la première étape consiste à consolider la sécurité là où elle existe déjà. Il ne s'agit pas d'étendre rapidement le contrôle, mais de maintenir une présence régulière et prévisible dans les zones reprises autour de Nakami. Les forces locales, appuyées par l'armée régulière, doivent prioriser les axes reliant villages, marchés et écoles. Dans cette étape, ce sont forces de sécurité et autorités locales qui jouent le rôle principal. Le rythme se joue immédiatement et dans la durée. Pour savoir si l'on avance, il suffit de regarder réduction continue des incidents sur ces trajets pendant des périodes prolongées. La deuxième étape concerne la continuité des services publics essentiels. Les écoles, dispensaires et points d'eau rouverts doivent rester fonctionnels suffisamment longtemps pour créer des habitudes collectives. Dans cette étape, ce sont administrations locales et ministères sectoriels qui jouent le rôle principal. Le rythme se joue à court terme, avec un suivi mensuel. Pour savoir si l'on avance, il suffit de regarder fréquentation régulière, stabilité des effectifs et absence de fermeture répétée. Une école ouverte mais vide ne stabilise pas. Une école fréquentée ancre les familles. La troisième étape porte sur une relance économique ciblée. Les priorités restent modestes mais décisives, soutien aux petits commerces, sécurisation des marchés locaux et fluidité minimale des circuits de distribution. Dans cette étape, ce sont autorités locales et acteurs communautaires qui jouent le rôle principal. Le rythme se joue sur les 6 prochains mois. Pour savoir si l'on avance, il suffit de regarder régularité des échanges, continuité d'ouverture des marchés et circulation effective des biens essentiels. Une quatrième étape, souvent sous-estimée, concerne la coordination. Les acteurs militaires, administratifs et communautaires doivent partager des informations simples et régulières pour éviter des décisions contradictoires. Dans cette étape, ce sont cellules locales de coordination qui jouent le rôle principal. Le rythme se joue en continu. Pour savoir si l'on avance, il suffit de regarder cohérence des actions sur le terrain et capacité d'ajustement rapide en cas d'incident. Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route ne promet pas une stabilité rapide. Elle vise une trajectoire contrôlée où chaque pas consolide le précédent. L'objectif n'est pas d'annoncer des succès, à gommer de maintenir ce qui fonctionne assez longtemps pour devenir la norme. À Nakami, le symbole le plus parlant n'est ni une carte, ni un communiqué officiel, mais une porte rouverte, celle d'une salle de classe, d'un petit commerce, d'une maison longtemps fermée. Ces gestes ordinaires résument la trajectoire observée depuis le début de l'année 2025. La stabilité ne surgit pas d'un événement spectaculaire. Elle s'installe par répétition, par présence, par endurance. Ce motif traverse chaque étape analysée sur le terrain
et donne un visage humain à des décisions stratégiques souvent perçues comme abstraites. Le retour progressif des familles, l'hésitation, puis la persévérance des enseignants, la prudence des commerçants composent une narration cohérente. Rien n'est acquis, tout est testé. Cette fragilité rend la situation plus risquée, oui, mais aussi plus crédible. Elle évite l'illusion d'une victoire définitive et rappelle le coût réel de chaque avancée. Dans ce cadre, la stratégie associée à Ibrahim Traoré apparaît moins comme une promesse idéologique que comme une méthode pragmatique. Laisser la société éprouver elle-même ce qu'elle peut soutenir dans la durée. Nakami devient alors un rappel. La souveraineté ne se proclame pas en un instant. Elle se construit par continuité, par acceptation d'un risque mesuré, par la capacité à maintenir des usages simples là où tout semblait figé. Une phrase peut résumer ce chemin. La normalité revient avant la certitude. C'est cette inversion discrète mais décisive qui donne à l'expérience de Nakami sa portée au-delà du local. L'expérience de Nakami invite à déplacer le regard. Elle ne propose ni modèle clé en main, ni leçon universelle, mais une interrogation collective sur la manière dont les sociétés sortent des zones grises. Ici, la reconstruction ne commence pas par des sommets diplomatiques ou des plans massifs. Elle débute par une accumulation de décisions locales, souvent invisibles, parfois réversibles, mais déterminantes pour éviter l'immobilisme. Cette approche oblige à penser la souveraineté non comme un État proclamé, mais comme une capacité éprouvée dans la durée. À l'échelle sociale, cette trajectoire rappelle que la responsabilité est partagée, les autorités définissent un cadre, les forces de sécurité le rendent possible, mais ce sont les communautés qui lui donnent un contenu réel. C'est cette articulation fragile qui explique à la fois la réversibilité des avancées et leur importance. Sous la conduite stratégique d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso teste une voie où la légitimité se mesure moins aux annonces qu'à la persistance des usages quotidiens. Pour le lecteur, la question dépasse largement Nakami. Faut-il attendre des garanties totales avant d'agir ou accepter une reprise imparfaite pour éviter l'enlisement ? Comment reconnaître des progrès réels sans perdre de vue leurs limites ? La réponse n'est pas figée. Elle se construit, comme ici, par l'observation attentive de ce qui tient, de ce qui vacille et de ce qui peut durer.